Et bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue pour cette présentation, ce webinaire, ce voyage à la rencontre des rivages de l'Atlantique. Eh bien, il est 16 heures, passé de quelques secondes, on va encore bien sûr laisser quelques minutes académiques aux derniers retardataires, à ceux qui sont en cours de connexion, avant de débuter. J'en profite pour vous rappeler que il faut vous assurer que le son de votre ordinateur portable ou de votre smartphone est bien activé et pourquoi pas au maximum si vous nous entendez mal. Si durant ce voyage vous nous perdiez, si la connexion était difficile, vous pouvez toujours cliquer sur reconnecter affiché en rouge sur votre écran lorsque la connexion internet est rétablie. J'en profite aussi pour vous signaler que sur la droite de votre écran, vous avez un volet dédié au chat qui vous permet à tout moment de poser vos questions, si vous avez des questions précises ou générales. Nous avons une équipe qui nous écoute et qui nous lit en coulisses. Coralie et Marine, on vous salue. Elles tâcheront de vous répondre en direct si c'est possible. Et puis, si vos questions impliquent un peu d'enquête, un peu de réflexion, elles vous reviendront ultérieurement. Par ailleurs, certaines de vos questions seront sélectionnées dans l'intérêt de tous, de façon à y répondre en direct au terme de ce voyage. Alors, bienvenue bien sûr avant tout à nos très chers passagers qu'on retrouve. Je sais personnellement qu'il y en a quelques-uns que je connais présents aujourd'hui. Je pense entre autres à Daniel et Michel que je salue, qui nous écoutent depuis le sud de la France. Donc, bienvenue à nos passagers qui nous connaissent bien. Bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui envisagent peut-être de s'intéresser aux destinations dont on va parler aujourd'hui, qui envisagent de prendre la mer ou qui sont simplement curieux. Bienvenue à vous. Bienvenue aussi aux professionnels de la mer, professionnels du tourisme, des agents de voyage qui sont avec nous. Bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation qui s'intéresse à des régions qu'on n'avait plus abordées depuis longtemps, à savoir les rivages atlantiques. Alors aujourd'hui, pour faire un tour d'horizon, nous avons des internautes, bien sûr en métropole française, très nombreux. Nous avons aussi des internautes qui sont connectés depuis la francophonie luxembourgeoise, belge, des compatriotes. Je salue mes amis belges, depuis la Suisse ou encore le Québec. Et nous avons même des internautes connectés depuis outre-mer, bien plus loin, y compris l'un de nos experts aujourd'hui. Alors, tant qu'on parle de nos experts, je vous propose rapidement un tour de table, un tour d'horizon des personnes qui vont vous emmener pour ce voyage aujourd'hui, qui vont tâcher d'éclairer vos lanternes. Nous avons autour de la table Sonia Duris et Amandine Maire. Sonia qui est fondatrice de la fondation Escama. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Je suis contente d'être là avec vous tous pour parler de cette destination qui est assez comme un voyage dans le temps. Et on est là au Bijagos, je suis au Bijagos en ce moment, c'est ma maison et je serais contente de la partager avec vous. Et c'est aussi qu'on a créé la Fondation Escama avec l'aide de Fondation Ponon en 2019 et je suis contente de partager avec vous. Bien, enchanté Sonia, bienvenue. Merci de ton temps aujourd'hui. Et donc, tu es connectée depuis l'archipel des Bijagos. Tu fais partie de nos internautes connectés de loin. Et nous avons aussi parmi nous Amandine Maire. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc responsable excursion sur les bateaux ponants depuis à peu près 10 ans. Donc, j'ai toujours été au service excursion et je navigue sur les navires depuis 22 ans. Voilà, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde avec de très belles destinations comme en effet le Cap-Vert, Madère et puis aussi un petit peu plus loin la Polynésie. Voilà. J'ai toujours plaisir à naviguer et à découvrir de nouveaux endroits ou à retourner sur des destinations où j'ai pu déjà aller. Bienvenue Amandine, on est ravis de t'avoir. Pour celles et ceux qui ont déjà eu la chance de naviguer avec Ponant, nous les appelons souvent dans le jargon des croisières les Shorex, Shore Excursion Manager. C'est Amandine et son équipe qui s'occupent de vous présenter les escales, les itinéraires, les excursions ou les sorties
durant vos voyages. J'en profite, avant de débuter à proprement parler ce voyage, avant de décoller, de prendre la mer, que dis-je, pour vous rappeler que durant cette présentation, nous allons vous raconter nombre de choses. On va vous faire voyager au maximum. Tâchez d'être attentifs parce que demain dans l'après-midi, vous allez recevoir un mail et la proposition de participer à un quiz qui sera basé sur cette petite heure que nous allons passer ensemble. Si vous répondez correctement aux quelques questions qui vous seront posées, à condition d'être tiré au sort, vous pourriez, je dis bien vous pourriez, remporter une croisière pour 2 personnes sur l'un des itinéraires Ponant. Donc accrochez-vous à vos stylos, interrogation écrite demain. Voilà. Alors, on va passer à notre présentation. On jette un œil au programme. On va débuter avec un coup d'œil sur les destinations auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui, et à commencer par la carte, bien sûr. Et dans la foulée, dans un second temps, nous vous présenterons les itinéraires qui, à l'horizon 2025-2026, vous emmèneront, si vous le souhaitez, à la rencontre de ces régions du monde. Dans un troisième temps, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre compagnie et nos navires, on vous rappellera les offres et les avantages chez Ponant. Et enfin, au terme de cette présentation, la fameuse session questions-réponses, sur base des questions, quelques questions qui auront été sélectionnées dans l'intérêt de tous. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour ce webinaire au rivage de l'Atlantique Est. Alors, puisque tu es connecté depuis les Bijagos, Sonia, peux-tu rapidement situer les 4 zones qui nous occupent aujourd'hui? Très bien. Donc là, dans l'archipel, vous ouvrez l'image. On ira presque faire le tour, donc on ne pourra pas rentrer à l'intérieur parce que l'archipel, c'est un archipel deltaïque. Ça veut dire qu'il y a une origine continentale que fait que le banc de sable, ça bouge constamment, à l'intérieur surtout. Donc, on doit entourer l'archipel pour faire les visites. Donc, on visitera Caravella, Kéré, Karache, au nord. Et on ira aussi à l'île de Orango, plus au centre de l'archipel, et au sud de l'archipel, on ira dans le parc national de João Vieira Paulão, et on verra aussi l'ancienne capitale que c'est Bulama, l'ancienne capitale de Guinée-Bissau. Bien. Merci Sonia. Ça c'est pour les Bijagos qui se trouvent dans le cercle vert que vous avez sur votre écran tout au sud de la carte. Vous avez reconnu bien sûr la partie nord de l'Afrique. J'espère qu'on n'a perdu personne pour le moment. Il peut qu'on vous perde un petit peu plus tard. Juste au-dessus en bleu, c'est l'archipel du Cap-Vert qui fait face au Sénégal, dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être déjà visité. Vous avez peut-être entendu la délicieuse voix de Césaria Evora, on y reviendra. En jaune et en rouge, ce sont les Canaries et Madère. Alors, on va pouvoir débuter avec la première de ces 4 régions, le Cap-Vert. Est-ce que tu as déjà eu la chance de t'intéresser au Cap-Vert, Amandine? Oui, bien sûr. Alors, je vais être très honnête. J'y suis allée une première fois il y a à peu près 15 ans, mais très rapidement avec une grosse compagnie de croisière. Et j'avais pratiquement pas de souvenir du Cap-Vert, et j'ai eu la chance d'y retourner en 2019 à bord du Dumont-Durville. Et nous avons fait donc beaucoup d'îles du Cap-Vert, au moins 5 ou 6. Et là, j'ai un très, très beau souvenir, et j'ai vraiment le souvenir d'avoir découvert ces îles, découvert la culture, car les croisières qu'on propose nous permettent vraiment d'avoir un bon aperçu, un vrai aperçu des îles. Alors, il faut savoir que ces îles, elles sont au large des côtes du Sénégal, à peu près entre 600 à 850 km situées des côtes du Sénégal. Il y a 10 îles en tout, 9 sont habitées, et elles sont quand même pas tellement connues, car il y a du tourisme, mais pas énormément.
Et je trouve que ces images sont bien représentatives car on voit en effet un enfant qui court après un ballon. Donc il y a beaucoup d'enfants en effet au Cap-Vert quand on y va. Vous verrez, si vous y faites escale, vous aurez la rencontre avec beaucoup de familles. Il y a ces fameux bateaux de pêcheurs de couleur. Et puis la religion est aussi très importante car 80% de la population est catholique. Il faut savoir que dans les églises, il y a des bibles en créole qui font de la musique locale pendant les offices. Et donc, c'est très, très important pour eux. Et c'est vraiment un très, très beau pays avec des paysages très variés. C'est vrai que vous avez des îles où c'est très vert et puis d'autres comme l'île de Fogo où là, bah, bien sûr, à cause du volcan, c'est très aride et vous avez presque des paysages lunaires. Oui, tout Donc, à fait. c'est vraiment très dépaysant d'y être. C'est vraiment un endroit qui doit être vu et qui n'est pas encore trop connu. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 2 ou 3 îles qui sont pratiquées du grand tourisme à certaines périodes clés, mais finalement l'archipel dans son ensemble a beaucoup à offrir et est encore très peu connu. J'espère néanmoins que nos auditeurs connaissent Césaria Évora, qui nous a quittés il y a presque une décennie maintenant, mais qui a une voix extraordinaire et qui a participé à faire parler du Cap-Vert autour du globe. Elle a vraiment offert des concerts, toujours pieds nus, tout autour de la planète. Elle avait une voix exceptionnelle. L'une de ses chansons très bien connues dit « Petit pays, je t'aime beaucoup ». Elle fait référence bien sûr au Cap-Vert. Deuxième région à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui, et l'une de nos expertes y est connectée en direct, c'est bien sûr l'archipel des Bijagos, Sonia. Oui, alors l'archipel des Bijagos, c'est encore moins connu, moins visité que le Cap-Vert. Il y a une histoire commune entre le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Toute une histoire par rapport à la fin de la colonisation portugaise. Mais le fait que la Guinée-Bissau n'a pas maintenu une stabilité politique depuis 1974 jusqu'au présent a fait qu'effectivement, nous sommes un des pays plus pauvres au monde, mais pas ça dû à l'accès à l'éducation, à la santé. Parce qu'effectivement, la vie en Guinée-Bissau, elle est très tranquille, il y a une vie très paisible et de ce qu'on peut avoir comme idée quand on regarde sur Internet la destination, ça n'est pas de tout ça. C'est effectivement comme faire un voyage dans le temps, dans le sens qu'effectivement ici, quand on parle des choses qui se passent dans le reste du monde, c'est un autre niveau parce qu'ici, tout reste très authentique. C'est des îles où la nature, elle est bien préservée, surtout parce que l'ethnie qui habite, que c'est l'ethnie Bijagos, est une ethnie qui vit en communion avec la nature. C'est des gens qui peuvent vivre en autarcie pendant longtemps, même par exemple, quand on a vécu le Covid, qu'effectivement on n'a pas eu beaucoup de Covid en Guinée-Bissau, mais on a vécu en autarcie pendant 2 ans pratiquement parce que ils plantent ce qu'ils mangent, le riz, la patate douce, les arachides, la noix de cajou et après les gens s'alimentent surtout des coquillages. C'est la base de l'alimentation de protéiques et le poisson qui pêche depuis la plage à l'épervier. Donc, c'est vraiment une destination authentique où c'est sûr que vous n'aurez pas croisé des touristes ni très rarement des bateaux. Ça reste effectivement un petit paradis. Oui, tout à fait. Merci Sonia. C'est clairement après de longues années en mer, l'une des destinations les moins connues et les moins pratiquées de nos passagers explorateurs. Très peu connue, beaucoup à offrir, tout à fait exceptionnel. Alors, du coup, si on peut faire un récapitulatif, Sonia et Amandine, ça fait 2 déjà destinations très différentes finalement l'une de l'autre. Exact. Ouais. En effet, la moitié de la population parle portugais, l'autre criollo, qui est un créole capverdien. Alors, au Bijagos, c'est un petit peu similaire, Sonia?
Oui, en fait, la langue officielle des deux pays, c'est le portugais. Mais la langue parlée, que les gens parlent et communiquent entre soi, c'est même un héritage personnel, c'est le créole. Le créole, il est différent. D'ailleurs, le créole, c'est une langue qui, il y en a dans le monde entier. Il y a aussi le créole français. Parce que c'était des langues qui ont été créées pour pouvoir communiquer, c'était des langues à la base commerciale, pour pouvoir communiquer avec les colonisateurs, surtout pour le commerce. Et parce que dans ces pays, comme par exemple la Guinée-Bissau, on a nous, on a 3 200 000 habitants seulement. Il y a 32 ethnies différentes. Donc, chaque ethnie a sa langue maternelle. Donc, le créole a été créé naturellement entre les colonisateurs et les pays colonisés pour qu'ils puissent communiquer. Donc, ça veut dire qu'il est différent. Je peux comprendre, je parle créole, donc je peux comprendre le créole de Cap-Vert, mais je ne peux pas le parler parce qu'il y a certaines nuances. Et effectivement, en Guinée-Bissau, même si le portugais, c'est la langue officielle, c'est très difficile que quelqu'un parle ou comprenne le créole. Le portugais. C'est effectivement la langue que tout le monde parle, c'est le créole. Oui, donc y compris à l'école, pour ceux qui sont scolarisés. Alors, à l'école, ça a toujours été un grand défi parce que, effectivement, si un enfant n'apprend pas en portugais, il sera toujours limité dans son avenir parce qu'il n'y a pas de livre en créole. Il n'y a pas de grammaire que définit des règles. Donc, tout le monde écrit comme ils veulent. On peut tous communiquer, mais oralement, mais pour écrire, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on fait un apprentissage à l'école dans les deux langues. Donc, tous les professeurs parlent créole. L'apprentissage et les livres sont en portugais, mais il y a toujours ce pont que se fait entre le créole et le portugais. Donc, on oublie, c'est pas qu'on commence à parler que portugais à l'école, non, parce que sinon les enfants auraient beaucoup de mal. On continue à parler créole, mais l'apprentissage, elle se fait avec les deux, mais plutôt en portugais lit et écrit et en créole oral. Ça paraît complexe, mais après, ça devient naturel. Très bien. Merci Sonia pour ton éclairage et on le rappelle, à la différence des autres archipels dont on va parler aujourd'hui, l'archipel des Bijagos compte 88 îles dont seulement 23 sont habitées. C'est quand même impressionnant. Et alors ce mythe des quelques poignées de terre qui définit, selon les croyances, l'origine du Cap-Vert, on dit que Dieu aurait pris une poignée de terre et l'aurait jetée dans l'eau, d'où l'apparition, la création de l'archipel du Cap-Vert. Oui, tout à fait. Alors voici la troisième région à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. C'est l'archipel des Canaries, probablement des 4 régions, celle qui est la plus connue, certainement, entre autres parce qu'elle pratique un tourisme balnéaire, un tourisme qui offre détente et plaisir aux familles et pas seulement à ceux qui veulent partir en exploration et en expédition. Ce sera certainement parmi les itinéraires qu'on vous présentera aujourd'hui celle qui le mieux se prête au loisir, à la détente, avec quelques très très belles plages et à la fois des paysages sur certaines îles très très arides. Vous avez ici à gauche, à Gran Canaria, la cathédrale Santa Ana, et puis sur d'autres espaces, typiquement des cratères comme celui que vous avez au centre, le cratère de Bandama. Sur l'image de droite, c'est sur l'île de Lanzarote Arrecife. On pourrait penser que ces creux dans les graviers volcaniques sont petits. Il faut bien imaginer qu'ils font plusieurs mètres de profondeur. Si un homme adulte se tenait à côté de ces cavités, il
serait à peine à la taille du muret qui est à gauche. En fait, il place en fonction du vent des pierres sèches pour protéger ce qui est cultivé du vent, mais chacun de ces trous fait plus d'une dizaine de mètres de diamètre. Ce sont vraiment des paysages très très impressionnants et qui permettent, on en reparlera peut-être tout à l'heure, l'agriculture et entre autres les vignes. Alors en dessous c'est Terror sur l'île de Gran Canaria toujours et bien sûr Santa Cruz de l'île de Tenerife. Alors les Canaries, ce sont 7 îles, hein, on va les passer en revue. Si vous ne les connaissez pas encore, vous en avez certainement déjà au moins visité une. C'est Tenerife, la capitale, avec le plus haut sommet espagnol. Hein. Je rappelle que les Canaries sont une destination espagnole, bien qu'elle bénéficie d'une grande autonomie sur le plan administratif. Il s'agit bien d'une destination espagnole. Donc Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera et El Hierro, qui veut dire le fer en espagnol. Voilà, et donc finalement, tant du point de vue du climat que des paysages et du tourisme tel qu'il est installé aujourd'hui, c'est vraiment une ambiance méditerranéenne, hein, mais en plein océan et qui bénéficie du soleil à l'année, ce qui est évidemment pas pour nous déplaire. Et enfin, voici Madère, c'est la 4e de nos destinations. Amandine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors Madère, avec donc Funchal, un coin de Portugal au large des côtes. Alors cette île est assez impressionnante au niveau surtout moi je trouve de la végétation. Du fait qu'elle est un climat subtropical, toute l'année, il fait entre 18 degrés et 30 degrés maximum, donc il fait pas trop froid, il fait pas non plus trop chaud, ce qui permet au pays d'avoir de très très belles plantes et vous avez une végétation que j'ai rarement vue ailleurs. C'est assez incroyable. C'est vrai que d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à aller aussi au marché de Madère, que vous avez en photo ici, le marché de Funchal, où vous aurez donc des fruits, des légumes incroyables, mais aussi des fleurs. Et vous avez bien sûr le jardin botanique de Madère qu'il faut voir, non seulement pour ses plantes, mais aussi bien sûr pour sa vue incroyable sur la baie de Funchal. Au niveau gastronomique, vous avez bien sûr le pastéis de nata, qui est très connu, ce petit flan local qu'on trouve dans tout le Portugal. Et puis, bien sûr, le vin de Madère que vous aurez l'occasion sûrement de goûter lors d'une des excursions qui sera proposée dans un local. Mais c'est une très, très belle île qui permet d'avoir différentes activités, comme même des randonnées, des promenades un petit peu panoramiques avec les bus pour avoir une idée. Il y a beaucoup de plantations qui se font en fait en palier, un petit peu, je ne vais pas dire des rizières, mais vous voyez, en palier, et ça donne un paysage incroyable. Donc, différentes activités possibles sur l'île et surtout toute l'année, ce qui est agréable par rapport au climat. Moi, j'ai un très, très beau souvenir de Madère, c'est le soir, parce qu'en fait, vous avez une illumination au niveau de toute l'île quand il fait nuit et que toutes les maisons sont allumées. Si vous allez vous promener dans la ville ou si vous êtes en voiture, vous allez voir, même de nuit, c'est une île qui est vraiment très belle. Donc, c'est une île où j'ai été beaucoup de fois et où j'ai toujours plaisir à y retourner pour tous ces éléments différents. C'est un grand bol d'air frais. Si vous y allez même en plein hiver, ça vous changera du climat français. Oui, j'imagine. Imaginez le climat belge. C'est bien pire. Oui. Voilà. Eh bien, je rêve personnellement d'aller à Madère. Hein. C'est une contrée que je ne connais pas. Et si je peux me permettre, comment, Amandine? Sonia, si je peux me permettre à propos de Madère, et c'est beaucoup mieux d'arriver en bateau, parce que je suis portugaise, il y a tout un mythe autour de l'avion qui arrive à Madère et que tout le monde a peur de mourir. Donc, oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Je ne suis jamais allée à cause de ça. Et donc, vraiment, beaucoup d'entre nous rêvent d'aller à Madère, mais par bateau. C'est noté. Pour ceux d'entre nous qui ont quelques craintes de prendre l'avion, aucun accident à déplorer ces dernières décennies, mais de fait, c'est un aéroport qui, a priori, fait partie des aéroports les plus techniques du globe et qui implique des formations supplémentaires pour les pilotes. Là où nos commandants, bien sûr, ont beaucoup de plaisir à vous amener au plus proche
de la destination par la mer. Alors, quelques rappels sur ces deux dernières régions, les Canaries et Madère. Bien sûr, la seule des 4 régions abordées aujourd'hui où l'on parle espagnol, ce sont les Canaries. À la différence de Madère, on parlera le portugais, ou nos passagers parleront le portugais avec leurs hôtes. Buenos días, buenas tardes, adios, perdón, etc. Ce sont des mots en espagnol qu'il vous faudra apprendre, absolument obligatoire. Quelques mots en portugais, mais je ne vais pas me risquer à les prononcer. Mon portugais est très mauvais. Sonia, est-ce que tu peux nous donner quelques mots essentiels? Oui, alors le mot essentiel que normalement ça risque, on a des doutes, c'est la différence entre obrigado et obrigada qu'on veut remercier. En fait, ça dépend de la personne que parle et pas en fonction de qui on s'adresse. Parce qu'imaginez, comme ça pourrait être délicat, je dis obrigada, si je me dirige à une femme, et obrigado à un homme. Donc, ça dépend de moi. Moi, je dirais toujours obrigada et un homme dira toujours obrigado. Donc, pour remercier, on dit aussi por favor, s'il te plaît, por favor, que ça ressemble beaucoup à l'espagnol. Et bon, par contre, là, c'est une grande différence par rapport au français. C'est bon dia le matin, boa tarde l'après-midi et boa noite le soir. Et si jamais on se trompe, normalement, tout le monde dit « Ah, c'est pas bon dia, là, c'est l'après-midi, c'est boa tarde ». Donc, ça, c'est quand même important à savoir. Le hola, j'imagine, fonctionne autant en espagnol qu'en portugais. Hein, oui, oui, exactement. Bon, alors vous avez toutes et tous l'autorisation de dire hola pendant les 3 premiers jours de croisière, au terme desquels il vous faudra approfondir votre vocabulaire. Et ce bolo des cacao, est-ce qu'il s'agit d'un bolognaise avec du cacao? De quoi s'agit-il? Bolo do caco, c'est en fait un pain fait avec la patate douce. Ah oui, d'accord, rien à voir. Ouais. Donc c'est bolo do caco. C'est très fameux. Avant, il n'y avait que à Madère. Maintenant, bon, on trouve tout de partout. Mais pendant longtemps, on trouvait que là-bas. Et en fait, c'est beaucoup plus sain parce que c'est fait avec des pommes de terre. Et c'est délicieux. À essayer donc. Et pour le fun fact, les infos chiffrées, hein, la plus grande forêt lorifère, donc de lauriers au monde, se trouve bien à Madère. On parlait de la variété végétale sur Madère. Voilà un exemple, une forêt qui est primaire à 90%. On va pouvoir passer à la suite. Je voulais juste ajouter quelque chose, Florence, si ça ne t'ennuie pas. Les Canaries ont servi de décor pour des films comme Moby Dick, je ne sais pas si tu étais au courant, et aussi 1 million avant Jésus-Christ. Il faut savoir que 5 îles sur 7 des Canaries, quand même, sont classées réserves de biosphère à l'UNESCO. Effectivement, essentiel. Merci Amandine pour ces précisions. Bien, je suppose que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir hâte de savoir dans les faits comment on peut se rapprocher de ces destinations. Avec quelques itinéraires, je le disais, à l'horizon 2025 et 2026, à noter que pour celles et ceux qui s'organisent de fort en avance, il n'est pas encore pour la totalité des itinéraires de 2026 possible de réserver. Je pense que tous les itinéraires ne sont pas encore ouverts à la vente. Certains le sont, d'autres pas. Mais voici dans la pratique un itinéraire que feront l'Austral, le Boréal et le Bello. On reparlera de ces navires tout à l'heure. Un itinéraire qui part de Las Palmas de Gran Canaria. Vous arrivez donc, vous atterrissez à Gran Canaria. Il vous emmène sur Lanzarote avec, entre autres, ces vignes volcaniques dont nous parlions. Vous faites une escale ensuite à Puerto del Rosario. Une belle navigation à travers les Canaries vers Santa Cruz de la Palma, et puis la Estasa, La Gomera, et enfin le retour à Las Palmas avec une escale avant d'arriver à La Palma, à Los Cristianos, que je n'ai pas eu l'occasion de visiter. Est-ce que c'est un itinéraire que tu as fait en partie ou non, Amandine?
Oui, j'ai pu le faire l'année dernière avec le Dumont d'Urville. On a fait cet itinéraire et un autre qui passait aussi par justement Madère et Funchal. Et c'est vraiment très complet. Je trouve que ça donne une idée de toutes les îles, hein. Comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, les îles sont vraiment très différentes les unes des autres. Il y en a certaines qui sont très arides, d'autres qui sont très beaucoup de végétation, très vertes. Et ça donne un peu, en effet, d'avoir un peu une idée aussi par rapport à la grosseur des villes et des îles, hein, parce que vous allez aller dans certaines îles comme La Gomera ou la Estaca qui sont très petites et très peu connues, et puis d'autres comme bien sûr Arrecife de Lanzarote ou Las Palmas qui sont un peu plus visitées. Donc c'est un bel échantillon pour ne pas faire que les îles les plus connues, mais non pas seulement celles qui sont pas connues. Vous voyez, c'est un mélange très sympathique, je trouve. Oui, dont certaines escales ne seraient pas praticables par avion ou avec des embarcations plus grandes. C'est vraiment la formule idéale pour en avoir, comme tu dis, un échantillon complet. Ce sont essentiellement des itinéraires donc de 7 nuits qui sont entre mars et avril. Avec pour certains itinéraires, et là je vous invite à vous adresser à nos agents de réservation ou acheter un œil bien sûr sur notre site internet ou dans le catalogue si vous l'avez à la maison. Certains itinéraires sont enrichis avec la présence d'intervenants, de conférenciers ou d'écrivains. Je pense entre autres à Franck Ferrand qui sera sur le départ du 1er avril 2025. Et donc ce sont des itinéraires qui touchent 7 îles. Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, La Palma, El Hierro et La Gomera, avec de nombreuses escales, de nombreuses visites qui vous emmènent à la fois sur des lieux de détente et à la fois à la rencontre des volcans, calderas, pics, collines verdoyantes. Enfin, vous allez vous régaler. On va passer à d'autres itinéraires. Ce sont et voilà justement avant que nous n'allions plus loin, ces cavités dont je vous parlais ici, elles sont beaucoup plus visibles. Ce sont des vignes. Est-ce que l'une d'entre vous, Sonia ou Amandine, avait eu l'occasion de goûter à ces vins qui sont pour certains reconnus mondialement, hein, très très spécifiques? Oui, il y a l'année dernière justement avec le Dumont d'Urville, on a pu faire une dégustation et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Incroyable, ouais. Voilà, c'est encore quelque chose à faire. Bien. Alors, tous ces paysages que vous voyez sont des photos que vous aurez prises, peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, avec toujours ces couleurs particulièrement créoles, ces colombages ou encore ces côtes qui invitent à la baignade. Alors, voici de nouveaux itinéraires. Amandine, est-ce que tu peux nous les présenter? Alors, vous avez donc sur cette page l'itinéraire qui va donc de Lisbonne, de Las Palmas à Lisbonne, en passant bien sûr par les Canaries, par Madère, et ensuite en passant par Lagos et Setúbal. Donc, vous avez la partie en un premier temps des Canaries, avec une partie des îles dont on vient de parler. Ensuite, vous passez par Funchal pour vous donner un petit peu une idée de l'esprit portugais sur une île. Et ensuite, vous avez l'escale de Lagos qui est en itinéraire depuis à peu près 2 ans. C'est grâce à un de nos commandants, le commandant Yannick Simon, je lui fais un petit coucou, qu'on a la chance de pouvoir s'arrêter à Lagos, car c'est lui à l'époque qui a insisté pour s'y arrêter. Plutôt que d'avoir une journée en mer, on avait vraiment le temps de pouvoir faire escale pendant quelques heures. Et de là, on a vu avec nos réceptifs locaux pour pouvoir organiser des excursions qui sont à titre beaucoup nature, pour pouvoir avoir de beaux panoramas en bus, aller voir ces gros rochers qui sont au bord de mer et où vous pouvez faire vraiment de très belles photos, avec en même temps des petites promenades en bord de mer. Donc, cette escale à Lagos a lieu depuis quelques temps et la ville, en plus, en elle-même, est très intéressante. Et ensuite, Setúbal. Alors, Setúbal, moi, j'en ai entendu beaucoup parler à cause du Porto, puisque le Porto de Setúbal, la boisson, est complètement différente
du Porto, du reste du Portugal. Il n'a pas du tout le même goût, il n'a pas du tout la même couleur, il est beaucoup plus clair. Et vous pouvez le trouver que à Setúbal. Setúbal est une ville où vous avez aussi beaucoup de navires qui vont pour faire leur carénage, vous savez, pour être en cale sèche, et qui a aussi beaucoup de charme, hein. Bien sûr, c'est un port donc énormément visité et qui reste pas trop touristique encore, moins connu bien sûr que Porto et que Lisbonne. Et puis Lisbonne qui est vraiment une ville merveilleuse, qui a été complètement refaite, qui est vraiment maintenant extrêmement propre et où on va en parler juste après avec d'autres photos. Vous avez plein de monuments et de quartiers à découvrir. Et sauf erreur, sur cet itinéraire, Amandine, il y a une excursion qui est prévue, incluse et offerte aux passagers par jour. Oui, voilà, exactement. Et d'ailleurs, vous en avez une très belle. C'est la photo suivante avec le parc national du Teide à Santa Cruz de Tenerife. Et ça, c'est vraiment un incontournable. Il faut absolument le faire. Alors, pas de panique, hein. Là, il y a beaucoup de trajets en bus. Il ne faut pas penser, quand on voit la description de l'excursion, que vous allez beaucoup marcher, car vous allez faire toute une partie du parc en bus, avec bien sûr des arrêts photos pour pouvoir profiter del Portillo, de las Canarias, del Dedo de Dios, donc le doigt de Dieu. Et vous avez aussi une très belle vue sur la mer de nuages, qui est d'ailleurs bien illustrée sur cette photo. Donc, le volcan du Teide qui fait 3718 mètres de haut et qui est la troisième plus haute structure volcanique du monde. Et il est bien sûr extrêmement connu à Santa Cruz de Tenerife. Oui, qui est le plus haut sommet espagnol. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Ouais. Oui. Alors ici, nous sommes à Santa Cruz de Tenerife, une excursion aussi qui est prévue sur cette escale? Oui, vous en avez une. Alors, un petit peu qui vous permet d'avoir une idée sur l'île. Ce qu'il faut savoir aussi à Santa Cruz, ce qui est sympathique de voir et important, c'est la ville en elle-même, parce que c'est vraiment, c'est la plus grosse ville, si je puis dire, à part Grande Canaria, où vous arrivez en avion pour certains itinéraires. Mais il y a vraiment un centre important à Santa Cruz au niveau de la ville, avec la place d'Espagne et ses jets d'eau et ses sculptures végétales. Et puis, vous avez aussi un grand obélisque en marbre blanc de triomphe et le casino historique. Souvent, quand on va à Santa Cruz, on a une partie de nos passagers qui décident d'être en libre parce que c'est une ville qui est très agréable à visiter aussi individuellement si on le désire. On a envie d'aller faire un petit peu des achats en ville, de s'arrêter, boire un jus de fruits. C'est vrai qu'aux Canaries, on a beaucoup de jus de fruits locaux frais à bas prix et qui sont vraiment très, très bons. Donc, à Santa Cruz de Tenerife, très souvent, on a beaucoup de gens qui préfèrent aller en ville, profiter d'une ville des Canaries, car les autres villes que nous allons faire sont de plus petite taille. Oui, c'est bon à savoir. J'en profite pour signaler à nos internautes qu'un orage menace la région où se trouve Sonia en ce moment. Il se peut que nous te perdions, Sonia. Si c'est le cas, tu nous rejoins quand tu peux. Mets-toi à l'abri. On espère, si on te perd, te retrouver rapidement. Mais enfin, il serait normal en tout cas que la connexion soit instable aujourd'hui. Courage avec cet orage. Et voici Madère, où nous avons aussi une belle escale. Hein. Voilà, tout à fait. Alors à Madère, comme je le disais tout à l'heure, vous avez vraiment tout type d'excursions avec des randonnées possibles, dégustation de vin, le Madère, aller au marché principal de Madère, voir aussi les jardins de Monté. Et puis aussi des excursions en bateau. Vous pouvez aller voir des dauphins autour de l'île, qui est une excursion qui avait beaucoup de succès. Et dans la ville même, en fait, dans la vieille ville, vous avez aussi la cathédrale de La Sé, qui est très connue, le musée Federico de Freitas et le fameux téléphérique qui vous emmène au jardin de Monté. Donc, très souvent, parfois, les passagers l'après-midi, quand ils sont libres, vont en haut avec le téléphérique au jardin et ils redescendent à pied. L'île est très belle car elle est, comme je le disais tout à l'heure,
très verte, a beaucoup de végétation, mais il faut savoir aussi que la ville en elle-même principale où nous arrivons, Madère, a beaucoup de charme et il y a tout un quartier historique avec des petites ruelles, des fresques sur les bâtiments qui sont des petits bâtiments. Et il faut vraiment, si vous avez l'occasion de faire une croisière un jour où vous y restez le soir, la nuit, aller dîner en ville et profiter de cette ambiance vraiment locale. Mais c'est une très belle ville typique et ancienne avec un quartier historique très important. Fantastique. On rappelle à ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de naviguer sur les navires de la compagnie Ponant que, évidemment, chaque escale vous permet de vous évader. Vous pouvez bien sûr profiter des excursions qui sont dans certains cas payantes, dans d'autres préparées pour vous et incluses dans votre séjour, mais vous pouvez aussi choisir à tout moment de débarquer librement et d'aller à la rencontre de votre escale par vos propres moyens. Hein. Toujours, la liberté est au centre de votre séjour. Et voici l'escale portugaise dont tu parlais, Amandine. Setúbal, donc le fameux Porto de Setúbal, et nos bateaux, beaucoup de bateaux qui y vont. C'est un important port de pêche en fait au Portugal aussi, il faut le savoir. Il y a l'Esper du Sado et du Serra de la Rábida, avec une biodiversité qui est très protégée. Vous pouvez aussi y observer des dauphins, donc qui sont de l'estuaire. Et donc c'est une escale qui est de plus en plus connue, mais c'est vrai qu'on la propose depuis peu de temps chez Ponant. Donc c'est une nouveauté. Oui, tout à fait. Et ce voyage se termine donc à Lisbonne avec aussi une très belle escale, hein, beaucoup de diversité culturelle bien sûr, retour à la civilisation avec beaucoup plus de monde, un monastère des Hiéronymites et tour de Belém classé à l'UNESCO, le quartier du Belém qui est aussi appelé quartier des grandes découvertes. Quartier d'Alfama, connu pour ses bars de fado et ses ruelles mauresques, beaucoup de très très belles choses, avec la possibilité, sauf erreur, Amandine, au terme de votre voyage, de profiter d'un post-tour en attendant votre retour. Tout à fait. Oui, vous avez toujours des visites. Si vous débarquez donc à Lisbonne, vous aurez la possibilité de visiter une partie de Lisbonne en une belle demi-journée. Hein. En général, vous allez arriver à l'aéroport aux alentours de 15-16 heures et vous aurez déjà bien le temps de pouvoir avoir une bonne idée de la ville en elle-même. Et c'est vrai que la tour de Belém et le monastère des Hiéronymites, comme tu le disais, Florent, est vraiment à voir absolument parce que ça fait partie du paysage de Lisbonne. Et vous avez bien sûr ces anciens tramways aussi qui passent dans tout le centre-ville qui donnent un charme énorme à cette ville. Donc, Lisbonne, absolument à voir. Si vous avez le temps avant de prendre votre avion, allez la visiter en post-tour. Très bien. On ira. Voici pour l'itinéraire suivant, un itinéraire qui part de Dakar, qui passe parmi les îles ou certaines îles du Cap-Vert, et se dirige ensuite vers les Canaries pour terminer sa course de nouveau à Lisbonne. L'année prochaine, en 2025, c'est le Lyriel, l'un de nos sister ships qui se lancera sur ces destinations. Et on parle d'un itinéraire qui est plus long. C'est 14 nuits à bord avec évidemment une grande variété d'escales. Vous avez la possibilité durant ce voyage de faire la visite des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO que sont Cidade Vela, centre historique de Ribeira Grande sur l'île de Santiago, le parc national de Garajonay, c'est l'île de Gomera, vous êtes dans les Canaries, le monastère de Jerónimos et Tour de Belém à Lisbonne. Tous ces sites qui sont des sites classés absolument somptueux, des paysages très variés à la fois puisque vous traversez les 3 archipels et la possibilité de visiter Dakar avant votre croisière, on en parlait, c'est le cas de ceux qui choisissent d'effectuer le pré-tour avant d'embarquer à bord du Lyrial. Et on va passer à quelques illustrations avec les musiciennes sur l'île de
Praia, qui me font inévitablement penser non seulement à Césaria Évora, mais à toute la culture créole, y compris la musique. Ce sont des sites où les gens chantent autour de vous, que vous soyez présent pour les photographier discrètement ou non. Ce sont des cultures et des populations qui sont fondamentalement souriantes, heureuses et célèbrent la vie au quotidien. Et toujours ces couleurs particulièrement créoles, ces escales qui permettent l'évasion dans la nature avec des végétations très riches. Ici, vous êtes à La Gomera, dans les Canaries, à San Sebastián. Imaginez ces mousses qui sont rendues possibles par l'humidité dans la région. Alors, que je n'oublie rien, je vais regardez ici que je n'ai rien laissé passer comme information importante. Amandine, je crois que cet itinéraire fait escale à l'atelier Figueira de Mindelo au Cap-Vert. C'est donc une excursion qui a beaucoup de succès. Oui, en effet. Alors Mindelo, bien sûr, au Cap-Vert est la ville principale. Ça vous permet d'avoir une idée sur si je puis dire, une grosse ville au Cap-Vert. Et c'est une ville donc, qui a beaucoup d'histoire, beaucoup de culture. Vous avez, c'est la terre natale de Césaria Évora, avec beaucoup d'herbes morna dans les bars de la vieille ville. Après l'excursion, vous n'hésitez pas à vous promener dans le centre-ville, qui d'ailleurs n'est pas loin aussi de plage pour ceux qui voudraient se baigner. À l'époque, on était avec le Dumont d'Urville, on a pu en effet depuis le bateau aller se baigner aux plages qui étaient à côté et aller en centre-ville à pied pour pouvoir profiter un petit peu des boutiques, des restaurants, de l'ambiance locale. Vous avez aussi l'atelier de Luisa Queiroz au premier étage, qui est très connu. Mais Mindelo, ça vous permet d'avoir une idée sur une ville importante au Cap-Vert et de voir une ville, et si je puis dire, pas seulement des paysages. Donc, c'est un incontournable aussi, bien sûr, quand vous allez au Cap-Vert. Je vois que tu passes sur la photo de La Gomera dont tu as parlé juste avant. Quand nous l'avons fait l'année dernière, on est parti donc en excursion à titre pour une partie panoramique et j'étais vraiment subjuguée par les paysages qu'on voyait. Alors, vous avez des routes sinueuses parfois. Bon, je dis ça pour des personnes qui auraient un petit peu les mal de transport, c'est peut-être un peu plus délicat. Mais il faut savoir qu'à La Gomera, vous avez vraiment des paysages incroyables depuis le bus. Avec donc des montagnes complètement végétalisées, toutes vraiment de très 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 belles vues. Et c'est une île qui n'est pas très connue encore, où on a peu de tourisme. Donc ça sera une belle surprise dans votre itinéraire si vous la faites. Moi, j'en garde un très très beau souvenir de La Gomera que vous voyez ici en photo. Ouais, ça a l'air magnifique. J'ai pas eu la chance de la visiter. Et nous voici à Los Cristianos. C'est une ancienne bourgade de pêcheurs au sud de Tenerife avec de belles plages de sable fin pour ceux qui tiennent à intégrer à leur séjour des moments relax, détente et baignade. C'est typiquement l'escale où c'est possible, avec quelques parcs naturels protégés dont Montana de Chayofita, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, et Montana de Guaza. Des belles randonnées, quelques belles observations de paysages et quelques activités aquatiques telles que la plongée, la randonnée palmée ou encore les sports nautiques. Ce qui nous amène au jardin botanique de Funchal, dont tu pourrais nous parler un peu, Amandine. Voilà, tout à fait. Alors, au jardin botanique de Funchal, vous y montez avec le téléphérique et vous avez une très belle vue sur la baie de Funchal. Beaucoup d'espèces de fleurs, de plantes, comme je vous le disais tout à l'heure. Certains pourront peut-être amener quelques boutures. Je me souviens que à l'entrée du marché, on avait une dame âgée qui vendait, pour se faire peut-être un petit peu d'argent, pour mettre du beurre dans les épinards, si je puis dire, des boutures donc de plantes grasses qu'on pouvait ramener chez soi pour ensuite les replanter, essayer de les faire pousser, mais on n'a pas forcément toujours le même climat qu'on a à Madère, qui est incroyable. Et ce jardin est très très connu, il est très grand si vous voulez le visiter entièrement. Nous, on en fait bien sûr avec l'excursion qu'une partie, que si vous vouliez le faire entièrement, il faudrait y passer des heures. Mais il est très connu et il est vraiment aussi à voir absolument quand vous êtes à Madère. Oui, évidemment, on déconseille à nos auditeurs belges d'amener des boutures de Madère, ça ne poussera pas. Voilà.
Alors, l'itinéraire suivant, aventure au Bijagos. Sonia, on se rapproche de toi et l'orage n'a pas encore fait son travail. Tu es toujours avec nous. Un départ de Dakar, un retour à Dakar, à la rencontre donc de l'archipel des Bijagos. C'est un itinéraire qui sera pratiqué en 2025 et 2026 sur 3 navires, l'Irial, Bello et La Pérouse, donc un sister ship et 2 explorers. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, on en parlera rapidement tout à l'heure. Ce sont des itinéraires avec 8 nuitées, départ toujours, j'allais dire toujours pas du tout, il y a des départs un peu tout au long de l'année, avec des départs en avril, des départs en novembre et même des départs en janvier. On va pouvoir passer en revue cet itinéraire avec toi, Sonia. Est-ce que tu peux nous décrire ce que nous voyons? Je suis encore là. L'orage est là aussi, mais j'espère que vous m'entendez bien. Parce que nous sommes en saison de pluie jusqu'au 15 novembre. Donc là, on voit l'île de Gorée. C'est donc à Dakar, pas loin de Dakar. Et c'est une expérience assez forte parce que c'était un port pendant des siècles de trafic d'esclaves que venait de toute l'Afrique et que était amené à Gorée pour après être envoyé en Europe. Donc, c'est une île où il y a des maisons coloniales qui sont assez bien préservées et très belles. Il y a beaucoup d'artisanat. Mais après, si on fait cet exercice de se plonger à ce qu'était à l'époque le commerce d'esclaves, ça peut être assez violent antérieurement de l'imaginer, de voir les images, de voir que ces maisons où les gens attendaient pour être embarqués dans les bateaux pour être envoyés en Europe, c'était vraiment sur la mer, donc il devait faire un froid et une humidité terrible. Et donc c'est une expérience à faire parce que il faut aussi se rappeler que ça fait partie de notre histoire à tous. Et donc c'est une visite incontournable quand on visite quand on va à Dakar, c'est une visite incontournable. Bien. Oui. J'approuve à 100%. Voilà. J'en ai un souvenir incroyable, des ruelles, vraiment c'est très très authentique. Oui, exactement. Et je rappelle à nos passagers ou à ceux qui envisagent cet itinéraire qu'il s'agit pour le coup d'un voyage qui a une dimension vraiment d'expédition, d'exploration. Vous aurez à bord pour tout le voyage des spécialistes, guides naturalistes nombreux, parmi lesquels des locaux. Et ils vous offriront, en plus de vos débarquements, le plus souvent en Zodiac, des balades en Zodiac, des débarquements par la mer, donc à bord des Zodiacs, ils vous offriront aussi à bord des explications, des briefings, des débriefings, des conférences. Ce sont vraiment des itinéraires qui vous emmènent au plus proche de la biodiversité des Bijagos, qui est exceptionnelle. Vous visiterez a priori toujours en expédition selon les conditions météo, bien sûr. L'équipe à bord n'hésitera pas à adapter l'itinéraire pour en tirer le meilleur parti, mais a priori, l'itinéraire offre le passage au plus proche de 10 îles différentes, avec bien sûr la rencontre du peuple Bijagos et puis des paysages à couper le souffle et une faune absolument incroyable, dont les fameuses tortues marines, les lamantins, les singes vervettes, oiseaux migrateurs en tout genre. On va passer au vif du sujet. Sonia. Par rapport à ça, donc ça c'est une image sur l'île de Karachi. C'est pendant la danse. Et il faut savoir que si vous cherchez des informations sur l'archipel, vous allez trouver des informations que c'est un archipel matriarcat. Bon, c'est très important à démystifier cette information parce que dans l'ethnie Bijago, il n'y a pas un matriarcat. Ce qui existe, c'est une société matrilinéaire où le pouvoir passe dans la lignage de la mère. Ça veut dire que l'enfant appartient à la mère. Il y a le lignage de la mère.
Et la femme a le pouvoir, parce que la femme a le pouvoir spirituel. Mais la femme, elle n'a pas plus de pouvoir, au moins de pouvoir que l'homme. Au contraire, c'est très équilibré au niveau de prise de décision, au niveau des cérémonies. Il y a toujours des hommes, il y a toujours des femmes. Les cérémonies d'initiation, il y a des années qu'il n'y a que des femmes et des années qu'il n'y a que des hommes. Donc, c'est très équitable au niveau de la place de l'homme et de la femme. Mais effectivement, les Bijago disent que la femme, elle a plus de facilité à contacter avec les morts parce que l'âme de la femme, elle est plus légère que celle de l'homme, parce qu'elle a moins de péchés. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Une femme, quand elle meurt, elle part vers l'au-delà. Vous m'entendez encore? Oui. Elle part vers l'au-delà direct. Et l'homme, elle a besoin que la femme danse son corps pour pouvoir y arriver. Et donc, comme disait Florent, c'est une destination d'aventure. Donc, on sera en Zodiac. Je serai toujours avec mon mari qui habite ici depuis 1996 dans l'archipel. Et donc, on pourra faire des expéditions aventures. Il y a des marches, il y a des zodiacs. C'est vraiment sortir de sa zone de confort pour aller à la recherche de l'autre. Et ce qui est très important dans cette recherche de l'autre, c'est d'arriver à cœur et à ouvert. Dans le sens que parfois, quand on va voir les danses ou quand on va voir les communautés, on se dit « Ah oui, mais ça, ils vont danser pour nous et c'est pas naturel. » Mais en fait, si vous allez à Lisbonne, vous allez voir le fado et c'est aussi pour vous. Au Bijagos, la forme d'art la plus authentique, c'est la danse. Donc, les gens, ils sont heureux de vous recevoir en dansant parce que c'est leur façon de s'exprimer et c'est leur façon d'être en fête. Et on arrive, et on repart et la fête continue. Donc, c'est une belle expérience authentique. Ça peut aussi arriver, et ça c'est très important, que ce soit par rapport à la nature, que ce soit par rapport aux êtres humains, au contact humain, que c'est tellement authentique et tellement vierge dans certains endroits qu'on se dit, oh là, qu'est-ce qu'on fait là? Peut-être on ne devait pas y venir. On va laisser comme ça doit être, intact. Mais la vérité, c'est que les gens, ils veulent être visités dans le respect des règles qu'après, on aura l'opportunité de partager. Les gens veulent être visités. Les gens aiment recevoir. Je ne sais pas à un moment donné si c'est vous que venez nous voir ou si c'est nous qui sommes là pour vous recevoir et vous voir à vous aussi. Parce que ces îles sont tellement peu visitées que ces visites, ça fait le bonheur de tout le monde. Je me rappelle de 2 fois qu'on a dû annuler une visite le matin ou l'après-midi à cause du vent. Et les villageois étaient vraiment pas contents envers moi et Laurent, mon mari, parce qu'ils voulaient être visités, ils voulaient voir ce que vient d'ailleurs, et ils voulaient ce contact. Et par rapport à la nature, ce qui est très important, c'est que les tortues, les lamentants, les singes, on doit, si on a la chance de le voir, tant mieux, mais si on ne le voit pas, mieux aussi. Dans le sens que c'est très fragile, la nature. Et si on arrive en zodiaque avec 5-6 zodiaques, c'est mieux de ne pas croiser une tortue, même si on a très envie de voir ce type d'animaux, et je comprends tout à fait. Mais la vérité, c'est que pour aller voir des singes ou pour voir des tortues, il faut des conditions très particulières. Et de le savoir qu'ils sont là et que c'est un sanctuaire, je pense que c'est déjà énorme. Oui, tout à fait.
Et les hippopotames, vous pourrez le voir pendant la saison des pluies, donc au mois de novembre et au mois de janvier. Mais en janvier, c'est pas complètement sûr parce qu'ils sont observables quand ils sont dans les lagunes de la pluie et on peut les observer. Sinon, ils sont tellement adaptés à l'eau de mer qu'ils vivent dans la mangrove. Très bien. Sonia, n'en disons pas trop. Il faut garder du secret, de la surprise. Et par ailleurs, le temps joue contre nous. On a déjà gardé notre public une petite heure. On va tâcher d'avancer, mais malgré tout, il y a un élément essentiel qui nous tient à cœur, c'est de comprendre ton rôle et celui de la fondation que tu as fondée avec ton mari, la fondation Escama. Est-ce que tu peux nous en dire un mot rapidement? Oui, alors grâce au Pono, on a fondé la fondation Escama parce qu'en fait, le Pono a été la première compagnie de croisière à venir sur l'archipel. Si je me trompe pas, c'était la première fois en 2012 ou 2013, la première fois que le Pono est venu. Et effectivement, depuis ce temps-là, que quand le Pono arrive, ils veulent toujours aider d'une certaine façon la population locale, parce que ce qui est complètement déconseillé, c'est de donner quelque chose à la population. On vient dans une pratique d'échange, pas dans une pratique de donner et de créer de la mendicité chez les gens. Donc après, on fait un don à la communauté. Et le Pono a toujours fait ça. Et au travers de nous, donc à travers de nos écoles, mais on travaillait d'une façon très rudimentaire. On n'était pas organisé. Alors le Pono nous a proposé de créer notre ONG, de présenter le projet et nous a financé pendant 3 ans. La construction de l'école avec l'eau potable, avec le système solaire, d'électricité. D'ailleurs, c'est là que tout le monde se rejoint pour voir les télénovelas et les foot et le soir. Et aussi les résidences des professeurs qui nous a permis de fixer les professeurs à cette école. Aussi un jambering, un espace où les enfants puissent manger. Et c'est un lieu de rencontre de tout le monde et qui nous a permis de garder les enfants le plus longtemps possible avec ses parents dans les villages. Merveilleux. Merveilleux. Merci beaucoup, Sonia. Ça donne vraiment, vraiment envie d'y aller. Je confirme. À mon humble niveau, j'ai eu la chance de traverser les Bijagos lors d'un itinéraire il y a 6 ans, à bord, je pense, de l'Austral, et ça a été une expérience tout à fait exceptionnelle. On est sur la vraie authenticité d'une rencontre. Alors, itinéraire suivant, c'est celui qui part de nouveau de Dakar, dont on a déjà parlé, itinéraire qui vous emmène en 10 nuits à bord vers les Canaries, en passant par le Cap-Vert avec 2 escales à Praia et Mindelo, une belle traversée vers le nord avant de rejoindre les 3 escales suivantes avant la dernière escale à Las Palmas. Un très bel itinéraire, un itinéraire qui se fait par ailleurs dans un sens et dans l'autre. Vous avez ici les dates de ce sens-ci, à savoir le 9 mars 2025 et le 1er février 2026. Et si je regarde mes notes, il existe un itinéraire dans le sens inverse, fin décembre 2025. Voilà. Et ce sont des itinéraires, évidemment, à chaque fois qui tentent à vous emmener à la fois sur les lieux qui sont éventuellement déjà connus ou pratiqués et à la fois vers des lieux plus secrets, plus difficiles à atteindre. On va passer rapidement en revue quelques illustrations avec Dakar dont nous avons parlé. Regardez ces plages extraordinaires au Cap-Vert. J'ai travaillé à terre pour le coup, pas en mer au Cap-Vert en 2013 pendant une petite année et nous avions fait de nombreuses balades sur ces plages qui font des dizaines de kilomètres. On avait entre autres assisté à la naissance de tortues de mer, incroyable. Un événement qu'on ne peut vous promettre, c'est bien sûr rarissime. De la vie sauvage, évidemment, au Cap-Vert et aux Canaries. Et puis, l'arrivée donc aux Canaries avec Santa Cruz de Tenerife. Y a-t-il, Amandine, une excursion dont nous n'avons pas encore parlé à Tenerife
ou des informations à donner à nos auditeurs sur cette escale? Non, pas spécialement. Non. Je n'en vois pas, non. Je pense qu'on a donné l'essentiel. Tout à fait. On a abordé cette On a escale. abordé l'essentiel, oui. Ouais. La Palmas de Gran Canaria, c'est la fin du voyage avec la possibilité de post-tour avant de prendre l'avion. Oui, tout à fait. Alors, c'est une grosse ville, hein. C'est là où vous allez arriver en avion et repartir. Et ça vaut la peine, en effet, d'y passer une journée, une demi-journée, voire encore en plus une nuit, parce que c'est une ville importante qui a beaucoup d'endroits à visiter qui sont aussi classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez des plages qui sont collées d'eux-mêmes à la ville. Donc, pour les personnes qui voudraient rester quelques jours pour profiter aussi d'un climat tempéré en plein hiver, ça peut être très agréable. Et au niveau culturel, vous avez la Casa de Colón, le musée de Colón, la cathédrale Santa Ana, la Plaza Santa Ana, l'hôtel de ville aussi qui date du 19e siècle. Donc, il y a un centre historique à Gran Canaria qui est vraiment très important et qui est aussi à voir et à visiter. Ça serait dommage de quitter le bateau et de prendre l'avion directement sans faire les visites qui se doivent avec le post-tour. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a parmi nos passagers, parmi nos auditeurs, des personnes qui ne connaissent pas encore la flotte, mais la grande majorité, nous l'avons vu, fait partie déjà de la famille Ponant. Donc, ce sont des images que nous allons passer rapidement, simplement pour faire la distinction entre les deux familles de navires dans la famille Ponant. En plus des Paul Gauguin, commandant Charcot et voilier Le Ponant, ce sont d'une part les exploreurs que vous avez devant vous, des navires sensiblement plus petits en longueur que les sister ships que vous allez voir dans un instant. Ils sont aussi plus récents, ils sont 6, avec toujours des espaces au design raffiné, des lieux de vie intimistes qui permettent vraiment de voyager dans un écrin de confort assez délicieux, avec cette piscine qui est très différente des explorers que vous allez, des sister ships que vous verrez dans un instant, qui se trouve à l'arrière. Et parmi les outils pratiques qui font la différence entre ces deux familles de navires, il y a sur les explorers, d'une part, ce salon Blue Eye, qui est un salon sous-marin. En aucun cas, je ne saurais trop insister, un salon observatoire de la vie sous-marine, mais bien un salon multisensoriel et puis une prouesse d'ingénierie assez impressionnante. Et puis d'autre part, cette marina mobile qui se trouve à l'arrière des explorers et qui permet vraiment une grande mobilité dans l'expédition et l'opération de nos Zodiacs. Et voici les sister ships que nous appelons aussi les Le Boréal série, les LBS, ils sont 4, le Lyrial, l'Austral, le Boréal et le Soleal, avec des espaces sensiblement similaires. Nous avons parmi nos passagers habitués des passagers qui ne jurent que par les sister ships et d'autres qui ne jurent que par les explorers. Il n'y a pas de solution évidente du tout. Ce sont de très beaux navires, avec une piscine qui pour le coup se trouve au pont 6, en extérieur, toujours à l'arrière du navire, sur les sister ships. Et puis un restaurant grill qui se trouve lui aussi au pont 6, à la fois en extérieur et en intérieur, donc 2 restaurants toujours, un restaurant gastronomique et ce restaurant grill. Si vous avez d'autres questions quant à la flotte Ponant, je ne saurais trop vous inviter à les poser, soit dans les pavillons Ponant, en agence de voyage ou en vous laissant rêver sur le site internet de Ponant. Quelques rappels aussi quant aux offres et aux avantages Ponant. Nous avons un programme bien sûr de fidélité qui s'appelle le Ponant Yacht Club et qui récompense ou tout au moins reconnaît les passagers qui ont déjà effectué des voyages avec nous et qui leur attribue un certain nombre d'avantages ou de facilités. Il est aussi possible, si vous le souhaitez, de parrainer de nouveaux futurs passagers en tant que passager Ponant. Vous pouvez parrainer de nouveaux passagers, ce qui permettra à l'un comme à l'autre, au parrain comme au filleul, de bénéficier de 500 € de réduction sur la réservation.
Il y a beaucoup de voyages sur lesquels le supplément single est offert. Ce n'est pas le cas toujours. Ça dépend des destinations et des itinéraires. Ça dépend des dates. Voilà. Évidemment, il y a des contacts clés à vous rappeler. C'est le site internet, le numéro de la réservation et bien sûr le mail réservation@ponant.com. Les numéros, les voici. Vous les retrouverez sur le site internet. Si vous avez un stylo et une feuille de papier, que vous avez une question qui vous brûle les lèvres, notez vite le numéro de téléphone qui s'affiche. Vous n'hésitez surtout pas, bien sûr, à en faire bon usage. Bien sûr, Ponant est présent sur les réseaux sociaux. C'est le cas pour Instagram, Facebook ou encore YouTube. Je vous rappelle que cette présentation, ce webinaire aujourd'hui, en présence de Sonia et d'Amandine, nos expertes destination, a été enregistré entièrement, aura été enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de Ponant à partir de demain. Si vous voulez potasser un peu avant la réception du quiz, de façon à améliorer vos chances, n'hésitez pas à le regarder de nouveau 2 ou 3 fois, à apprendre par cœur, bien sûr. Voilà, alors, nous avons peut-être sélectionné quelques questions. Une question à poser, est-ce que les passagers peuvent apporter des fournitures scolaires pour donner aux enfants au Bijagos? Je pense que nous y avons répondu, Sonia. Oui, bon. Le mieux, c'est tout ça, les dons se fait en dehors de la visite. Donc, les gens peuvent apporter avec soi et après la visite, on rend ces biens aux professeurs et à l'école, mais jamais pendant la visite pour éviter, ouais, comme j'avais dit, cet comportement pour maintenir une relation naturelle pendant la visite et pas une mendicité. Pour pas créer une mendicité, c'est une population très isolée et donc le moindre geste, il faut vraiment réfléchir et pour pouvoir maintenir ces îles et cette population dans une relation authentique envers nous, envers les arrivants. Une chose que je voulais dire que j'ai pas dit, c'est que l'archipel est aussi réserve de la biosphère depuis 1996 et en ce moment même, il y a une mission qui a passé à Kéré, l'île où je suis, l'île que je tiens avec mon mari, une mission de UNESCO pour le classer en tant que patrimoine mondial de l'humanité au titre naturel et peut-être culturel. Donc, ils sont passés là hier, ils sont en mission pour évaluer cette possibilité. Je n'ai aucun doute que la destination les marquera dans un sens ou dans l'autre. Alors, nous avons une autre question aussi durant cette présentation. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé comment se passe la vie à bord pendant un voyage Ponant, qu'il s'agisse d'un voyage de 6 ou 7 ou 8 nuits ou d'un plus long itinéraire. Il faut globalement faire la différence entre les itinéraires que nous avons présentés aujourd'hui à la rencontre des Bijagos, où vous allez rythmer votre séjour grâce au briefing avant de débarquer, débriefing après votre retour à bord, des conférences et des explications données par les spécialistes, naturalistes, biologistes, historiens, etc. Il faut les différencier des croisières plus classiques et qui vous offrent la possibilité à chaque escale de visiter la destination par vos propres moyens ou de choisir de le faire via les excursions organisés par Ponant à terre. Et dans le cas de ces voyages-là, vous n'avez pas à proprement parler de naturalistes à bord, pas de briefing et de débriefing à l'exception bien sûr de la présentation de vos excursions. Et dans le cas de ces voyages, bien sûr, il y a, en plus de tout l'aspect culturel et informatif de l'événement, il y a des moments à partager ensemble, il y a de la musique, il y a de la danse pour ceux qui osent, il y a des rencontres au restaurant et des rencontres gastronomiques au moment des apéritifs, des dégustations en tout genre. En théorie, l'idée c'est de ne pas s'ennuyer et à la fois de se laisser vivre et de déconnecter au maximum. Mais pour ceux qui posaient la question,
il y a bien une vie à bord, elle est intense. Je vous remercie infiniment, Sonia et Amandine, pour votre participation, pour votre temps, pour vos précieux conseils, pour tous les renseignements que vous nous avez donnés quant à ces destinations. Et je souhaite à nos passagers, futurs passagers, d'avoir la chance de vous retrouver à bord. Merci à toi, Florent, et merci à vous tous. Merci Amandine. Merci, Amandine. Merci à toi, Sonia. Content que l'orage ne t'ait pas déconnecté de nous. Je vous rappelle, vous recevrez demain un mail, chacune et chacun d'entre vous, pour tenter de remporter, entre autres, une croisière pour 2 personnes avec ce quiz à potasser, et puis la possibilité de revoir en replay cette présentation sur la chaîne YouTube. Merci bien sûr à Manon et Elisa qui nous écoutent aussi discrètement en coulisses, qui ont organisé ce webinaire. Et merci, que je ne dise pas de bêtises, à Coralie et à Marine qui sont agents de réservation et qui ont répondu à un certain nombre de vos questions ou reviendront vers vous pour les questions qui demandent plus de temps. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à tout bientôt. Merci pour tout. Merci.